بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمادة علوم الحياة والأرض للسنة الثالثة إعدادي مسلك فرنسي. Donc aujourd'hui on va traiter la première partie intitulée les aliments. Donc commençons par une petite introduction. Donc vous savez bien que notre alimentation elle est très diversifiée. Elle apporte tous les éléments nécessaires à la construction et à la réparation des structures de l'organisme et assure la restauration aussi des réserves énergétiques. Question: quels sont les différents types d'aliments et quel est leur rôle et leur fonction? Comment peut-on mettre en évidence les constituants d'un aliment? Quelle est la différence entre un aliment simple et un aliment composé? Et quelles sont les conséquences d'une malnutrition sur la santé dans notre corps? Et quelles sont les conditions d'une alimentation équilibrée? En ce qui concerne les deux dernières questions, on va les voir, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer par la première question. Comment on peut mettre en évidence la composition chimique d'un aliment? Donc, pour mettre en évidence la composition chimique des aliments, il faut réaliser des expériences en utilisant des réactifs chimiques ou bien des indicateurs colorés. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un indicateur coloré ou bien un réactif chimique? Ce sont des solutions ou bien des liquides qui vont permettre de identifier la présence d'un aliment simple dans un aliment et qui vont réagir en cas de présence de ce nutriment ou bien cet aliment simple. Donc prenons l'exemple de l'eau. Donc voici un tableau qui représente ou bien qui résume comment on peut mettre en évidence la présence des aliments simples dans les aliments qu'on consomme. Donc par exemple, si on veut mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, on va utiliser la température ou bien la chaleur. Donc on doit chauffer l'aliment. Si on obtient à la fin de l'expérience un résultat sous forme de gouttelettes d'eau et l'émission de vapeur d'eau, on conclut que l'eau il est présent dans l'aliment qu'on a déjà utilisé dans l'expérience. Donc, avant de voir les autres réactifs chimiques utilisés pour identifier la composition chimique des aliments, il faut distinguer entre la conclusion et le résultat. Le résultat, c'est ce qu'on observe à la fin de l'expérience et la conclusion, c'est l'information qu'on va tirer à partir de ce résultat-là. Donc, premièrement, pour découvrir et pour mettre en évidence la présence de l'eau dans un aliment, il faut chauffer l'aliment et dans le cas de la présence de l'eau, dans cet aliment-là, on va voir des gouttelettes d'eau. Pour mettre en évidence les sels de chlorure, ce sont des sels minéraux, on va utiliser le nitrate d'argent et on va obtenir à la fin de l'expérience un résultat sous forme d'un précipite blanc qui noircit à la lumière. En ce qui concerne les sels de calcium, donc pour mettre en évidence la présence des sels de calcium dans un filtrat, on doit ajouter quelques gouttes d'oxalate d'ammonium et on va voir en cas de présence de sels de calcium dans le filtrat d'aliment, on va obtenir à la fin un précipite blanc. En ce qui concerne le glucose, donc le glucose c'est un sucre simple. Donc pour mettre en évidence la présence de glucose dans un aliment, on doit réaliser un filtrat. Donc déjà vous avez vu quelles sont les étapes de la préparation d'un filtrat dans le cours. Donc le glucose c'est un sucre simple. On peut identifier la présence et vérifier la présence de cette molécule simple à l'aide d'une solution qui s'appelle liqueur de Fehling et on va aussi chauffer ce mélange là. En cas de présence de glucose, on va constater qu'il y a un précipite rouge briquet. En ce qui concerne l'amidon, donc pour
mettre en évidence la présence de l'amidon, on doit utiliser l'eau iodée, qui est une solution jaune et qui devient bleu-violet en présence de l'amidon. Pour les lipides, on doit frotter l'aliment sur un papier. En cas de présence des lipides dans l'aliment, on va constater qu'il y a l'apparition d'une tache translucide. Pour les protides, il y a deux méthodes. Soit on va chauffer l'aliment et on va constater qu'il y a une coagulation, soit on va utiliser l'acide nitrique, qui est une solution incolore et qui devient jaune en présence des protides. Donc, il faut retenir par cœur ce tableau-là pour être capable de corriger les exercices. Maintenant, on va passer vers la fonction des aliments. Donc, quelles sont les fonctions des aliments? Il y a trois fonctions des aliments, ou bien il y a trois rôles. Les aliments jouent trois rôles. Quels sont ces rôles-là? Donc, premièrement, on distingue les aliments énergétiques, ou bien les aliments jouent une fonction énergétique. Donc, quels sont les aliments énergétiques? Ce sont les aliments riches en glucides et en lipides. Ces aliments-là, ils vont apporter de l'énergie à notre organisme. Il y a aussi les aliments pâtisseurs ou bien les aliments constricteurs. Les aliments pâtisseurs ou bien constricteurs, ce sont des aliments riches en protéines, comme par exemple la viande. Donc ces aliments-là, ils servent de matière première pour la construction et la réparation des tissus et des organes. Donc enfin, il y a les aliments fonctionnels ou bien les aliments protecteurs. Ce sont des aliments qui protègent notre corps contre les maladies et qui catalysent les réactions, par exemple les vitamines et les sels minéraux. Donc les aliments fonctionnels ou bien protecteurs, ce sont surtout les fruits et les légumes. Donc maintenant, on va voir les types d'aliments. Donc il y a deux types d'aliments. Donc il y a les aliments simples et les aliments complexes. Donc quelles sont les différences quelle est la différence entre ces deux types d'aliments? Donc en ce qui concerne les aliments simples, ce sont des composés essentiellement, ce sont des aliments composés essentiellement d'une seule catégorie de nutriments. Donc les nutriments, ce sont des aliments simples et qui sont les glucides, les lipides, les protéines, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Pour les aliments composés ou bien les aliments complexes, donc ce sont des aliments composés d'un mélange de deux ou plusieurs aliments simples. Par exemple d'aliments composés, par exemple le pain, la pomme de terre, etc. Donc les aliments, on peut classifier les aliments en deux catégories. Les aliments complets, par exemple le lait, ce sont les aliments qui contiennent tous les aliments simples en quantité suffisante et équilibrée. En ce qui concerne les aliments incomplets, par exemple le pain c'est un aliment incomplet. Pourquoi? Parce que il est dépourvu ou bien il est pauvre en lipides. C'est-à-dire on trouve une faible quantité de lipides au niveau du pain. Donc selon la composition chimique, on peut classifier les aliments en 6 groupes selon la composition chimique. Donc il y a des aliments riches en protéines, comme par exemple la viande, les poissons, l'œuf, etc. Il y a des aliments riches en lipides, comme l'huile, noix, le beurre, etc. Il y a aussi des aliments riches en glucides, par exemple le pain, le riz, le couscous, les pâtes, etc. Les aliments riches en calcium, comme le lait et le fromage, et des aliments riches en vitamines, comme les légumes et les fruits, et enfin des aliments riches en eau et en sels minéraux, comme l'eau et le jus. Donc on voit ici les groupes d'aliments. Il y a les aliments riches en sucre, par exemple les féculents, les riches
les aliments riches en matière graisse, par exemple l'huile, le frites, etc. Les aliments riches en sels minéraux et en vitamines en général, comme les fruits et les légumes. Les produits laitiers, ce sont des produits qui sont riches en calcium. La viande et les poissons, ce sont des aliments riches en protéines. Et enfin, les produits sucrés, par exemple le pain, le couscous, etc. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention. Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات التعليمية الخاصة بمادة علوم حياة الأرض للمسلك الفرنسي السنة الثالثة إعدادي. Donc bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter les carences alimentaires et la ration alimentaire. Donc on va commencer par la malnutrition. Qu'est-ce que ça veut dire la malnutrition? La malnutrition, c'est un état pathologique, c'est-à-dire c'est une maladie due ou bien causée par la déficience ou bien par l'excès d'un ou plusieurs nutriments. C'est-à-dire la malnutrition en arabe سوء التغذية. C'est un état pathologique, هي حالة مرضية, causée par la déficience ou bien l'excès d'un ou plusieurs nutriments. يعني السبب ديالها هو زيادة أو نقص في الأغذية أو في مواد القيت. Donc, la malnutrition, c'est un état pathologique causé par la déficience ou bien l'excès d'un nutriment ou bien plusieurs nutriments. Donc, la malnutrition, elle comprend deux types. C'est-à-dire, on distingue deux types de malnutrition. Il y a la suralimentation, c'est-à-dire la consommation excessive de la nourriture. Cela, il va engendrer, il va provoquer l'obésité. Et l'obésité, c'est une maladie nutritionnelle qui cause plusieurs autres maladies. Par exemple, les maladies cardiovasculaires et les maladies du diabète, etc. Donc, les maladies causées par la suralimentation, donc ils sont liés à un apport alimentaire excessif par rapport aux besoins énergétiques. Ça, en ce qui concerne la suralimentation, c'est-à-dire la consommation d'une quantité importante, plus importante par rapport à nos besoins énergétiques. Donc, de l'autre côté, on a la sous-alimentation, c'est-à-dire une insuffisance alimentaire qui intervient lorsqu'un individu souffre de carence en nutriments, c'est-à-dire les personnes qui ne consomment pas une quantité suffisante et une quantité équilibrée en nourriture. Donc, en ce qui concerne l'obésité, on ne va pas s'intéresser à la suralimentation dans cette vidéo. On va s'intéresser uniquement sur la sous-alimentation, c'est-à-dire on va s'intéresser surtout sur la malnutrition liée à une déficience au niveau des nutriments ou bien de plusieurs nutriments. C'est ce qu'on appelle les carences alimentaires. Donc, c'est quoi une carence alimentaire? La carence alimentaire, c'est une maladie nutritionnelle. Donc, c'est une maladie nutritionnelle liée au manque total ou partiel d'un ou plusieurs aliments simples. Donc, quels sont les aliments simples qu'on a vus dans la vidéo précédente? Les aliments simples, ou bien les nutriments, il y a l'eau, les vitamines, les sels minéraux, il y a aussi les lipides, les glucides et les protéines. Donc, l'absence partielle ou bien totale de ces aliments simples, il va provoquer des maladies nutritionnelles qui s'appellent les carences alimentaires. Donc, citons les exemples suivants. Donc, le kwashiorkor. Donc, voici un enfant qui atteint cette maladie nommée le kwashiorkor. Donc, le kwashiorkor, c'est une maladie, c'est une carence alimentaire caractérisée par œdème, c'est-à-dire gonflement à divers endroits du corps. Il est causé par carence ou bien un manque de protéines animales. En ce qui concerne les moyens de prévention,
Et il faut manger des aliments riches en protéines animales, par exemple la viande, le poisson, etc. La deuxième carence alimentaire, ou bien la deuxième maladie nutritionnelle, elle s'appelle le goitre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le goitre? Le goitre, c'est une carence alimentaire due à un manque au niveau de l'iode. Qu'est-ce que ça veut dire l'iode? L'iode, c'est un sel minéraux qui se trouve dans les poissons, etc. Donc, quels sont les symptômes de cette maladie? Quels sont les symptômes du goitre? Donc, comme vous voyez ici dans cette image-là, donc il y a une hypertrophie de la glande thyroïde, c'est-à-dire il y a une augmentation de la volume du volume de la thyroïde. Donc, en ce qui concerne les moyens de prévention, il faut se nourrir des aliments riches en iode, par exemple les poissons. La troisième carence alimentaire, elle s'appelle le marasme. Donc voici une photo d'un enfant qui atteint le marasme. Donc le marasme, c'est une carence alimentaire causée par un manque et insuffisance ou bien une alimentation dépourvue des aliments énergétiques, surtout les glucides. Donc cette maladie-là, elle est caractérisée par un maigrissement important, Donc, pour protéger nos enfants contre cette maladie-là, il faut manger ou bien il faut adopter des habitudes alimentaires équilibrées et variées et riches en éléments énergétiques. En plus des carences alimentaires, il y a des maladies nutritionnelles qui sont dues principalement à l'absence d'une vitamine. Donc ces maladies-là, elles sont appelées les avitaminoses. Donc qu'est-ce que ça veut dire avitaminose? Ce sont des maladies nutritionnelles dues à une carence ou bien à un manque au niveau d'une vitamine ou bien plusieurs vitamines. Donc voici 4 exemples des maladies qui s'appellent avitaminose. On va commencer par le béribéri. Donc voici un enfant béribérique. Donc le béribéri, c'est une maladie causée par l'absence ou bien une alimentation dépourvue de la vitamine B1. C'est-à-dire chez cet enfant-là, il y a donc l'alimentation de l'enfant, donc c'est une alimentation non équilibrée, c'est-à-dire déséquilibrée, dépourvue de la vitamine B1, c'est-à-dire c'est une alimentation qui reconnue une carence au niveau de la vitamine B1. Donc cette maladie-là, ou bien l'absence de la vitamine B1, elle va provoquer une paralysie des membres inférieurs, shalal, et des membres supérieurs, et aussi l'insuffisance cardiaque et des troubles neurologiques. Les moyens de prévention, donc il faut, pour protéger nos enfants contre cette maladie-là, on doit s'alimenter des aliments riches en vitamine B1, comme le foie. Donc le rachitisme, c'est une maladie qui se caractérise par une déformation au niveau des os. Donc c'est une maladie due à une carence au niveau de la vitamine D et en calcium. Donc pour nous protéger contre cette maladie-là, on doit s'exposer à la lumière. Pourquoi? Parce que la vitamine D, c'est une vitamine qui notre corps il est capable de le synthétiser à travers quelques réactions qui se déroulent en présence des rayons lumineux. Donc la troisième maladie, c'est la sclérose de l'œil. Donc c'est une maladie caractérisée par un manque au niveau de la vitamine A et qui se caractérise par un œil déshydraté et cornée opaque, ce qui va entraîner par la suite des perturbations au niveau de la vision. Le dernier
maladie ou bien carence alimentaire, c'est le scorbut. Donc cette maladie-là, c'est une maladie qui se caractérise par une fatigue généralisée et perte de poids et aussi gonflement de la gencive et les dents ils vont tomber. Donc c'est une maladie caractérisée ou bien causée par une forte carence au niveau de la vitamine C. Donc voici un petit exercice. Donc relayez chaque terme du groupe A à celui qui convient du groupe B. Donc vous avez ici 4 types de maladies et vous avez dans le groupe B la cause de chaque maladie. Donc le rachitisme, c'est une maladie qu'on a déjà vu donc précédemment. Le rachitisme, c'est une maladie due ou bien causée par un manque au niveau de la vitamine D. La sclérose de l'œil, c'est une maladie causée par manque au niveau de la vitamine A. Et le kwashiorkor, c'est une maladie causée par un manque ou bien une déficience, une carence au niveau des protéines animales. On va passer maintenant à la notion de la ration alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire la ration alimentaire? La ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments simples que doit consommer un individu pendant une journée. C'est-à-dire هي كمية الأغذية اللي خاص ياكلها الإنسان أو الفرد خلال 24 ساعة باش يكون بصحة جيدة. Donc la ration alimentaire, c'est la quantité d'aliments simples que doit consommer un individu en 24 heures pour être en bonne santé. Donc cette ration alimentaire, elle varie en fonction de l'âge, c'est-à-dire les besoins d'un bébé, ce ne sont pas les mêmes besoins pour l'adulte et pour les adolescents. Il varie aussi en fonction du sexe, c'est-à-dire les besoins de la femme, du garçon, ce ne sont pas les mêmes que la fille, etc. Il varie en fonction de l'activité physique, c'est-à-dire plus l'activité physique augmente, plus les besoins augmentent. Et enfin, selon l'état physiologique, c'est-à-dire les besoins d'une femme qui allait, donc ils sont supérieurs par rapport à une femme enceinte et supérieurs à une femme normale. Donc les aliments qu'on consomme, ils ont une valeur énergétique. Donc nos aliments ont chacun une valeur énergétique. Il apporte une dose d'énergie à l'organisme. Cette valeur est exprimée en kilojoules ou bien en kilocalories. يعني الأغذية اللي تنتناولوها عندها واحد القيمة طاقية. هذه القيمة الطاقية كنحسبوها بواحد الوحدة سميتها الكيلوجول وكاينة وحدة أخرى سميتها كيلوكالوري. Donc ici vous avez un tableau qui représente la valeur énergétique des aliments. Donc il faut noter que les vitamines et l'eau, la valeur énergétique des vitamines et de l'eau et des sels minéraux égale à 0. يعني القيمة الطاقية ديال الفيتامينات والأملاح المعدنية والماء هي صفر حيت ما كيتعتبروش أغذية طاقية. On ne considère pas les vitamines et l'eau et les sels minéraux comme des aliments énergétiques. Donc les seuls aliments énergétiques ce sont les glucides et les lipides et les protéines. 1 gramme de glucides il va donner une valeur énergétique de 17 kJ. La même chose pour les protéines. Et pour les lipides, c'est le double, c'est-à-dire 38 kJ. Donc voici un exercice pour s'entraîner. Mais avant de corriger l'exercice, donc kilojoule, c'est l'unité de mesure de l'énergie. 1 calorie égale 4,18 joules. Un adolescent de 14 ans, donc son activité physique est normale, il consomme une ration alimentaire qui lui fournit les constituants suivants. 600 g de glucides, 92 g de protéines, 135 g de lipides. La première question, calculer l'apport énergétique issu de cette ration alimentaire, sachant que 1 g de glucides il va produire 17 kJ, la même chose pour les protéines et 38 kJ pour les lipides. Donc, calculer l'apport énergétique des glucides, des protéines et des lipides.
Donc, en ce qui concerne l'apport énergétique des glucides, on va multiplier ces 100 par 17. Et pour les protéines, on va multiplier 92 par 17. Et pour les lipides, on va multiplier 135 par 38. Et on va faire le total. C'est la première question. Donc, en ce qui concerne la deuxième question, est-ce que l'énergie calorifique issue de cette ration alimentaire est suffisante, sachant que les besoins énergétiques d'un adolescent sont 12 500 kJ? On va comparer le total avec cette valeur énergétique. C'est le total, il est supérieur par rapport à cette valeur-là. On va dire que l'apport est plus supérieur que les besoins. Cela il va provoquer par la suite une prise de poids. C'est le total, il est inférieur aux besoins énergétiques. On aura une perte de poids. Donc, voici un schéma qui montre la relation entre les besoins et les apports, c'est-à-dire les besoins énergétiques d'un individu et les apports, c'est-à-dire la consommation ou bien les aliments consommés. Donc, lorsque les besoins énergétiques de l'individu sont les mêmes, ou bien ils ressemblent ou bien ils sont égaux par rapport aux apports ou bien à notre consommation, c'est-à-dire s'il y a un équilibre entre les apports et les besoins, donc la personne il est en bonne santé. C'est les apports ils sont supérieurs par rapport aux besoins, on aura la prise de poids, c'est-à-dire on devient obèse. Dans le cas, c'est-à-dire si les besoins ils sont supérieurs par rapport aux apports, donc cela il va provoquer des maladies et un mauvais fonctionnement de l'organisme. Donc si mes apports énergétiques sont supérieurs par rapport à mes besoins, donc alors je grossis. Donc si mes apports énergétiques ils sont inférieurs à mes besoins, alors je mincis. Donc merci pour votre attention, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo et merci pour votre attention. Bismillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Donc bonjour, dans cette vidéo on va entamer la digestion et l'absorption intestinale. Donc on va commencer par les constituants de notre système, notre appareil digestif. Donc l'appareil digestif il est constitué par le tube digestif et les glandes digestives. Donc en ce qui concerne les glandes digestives, ce sont des organes qui aident à la digestion en sécrétant des enzymes. Donc on distingue les glandes salivaires, les glandes gastriques, le foie, le pancréas et les glandes intestinales. En ce qui concerne le tube digestif, donc il est composé de la cavité buccale, c'est-à-dire la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou bien le petit intestin et le gros intestin. Donc c'est quoi la digestion? La digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques subies par les aliments dans le tube digestif. Plus précisément, c'est la transformation des aliments en nutriments. Quelle est la différence entre un aliment et un nutriment? Donc, les nutriments, donc il y a 6 nutriments: l'eau, les sels minéraux, les vitamines, les glucides, les protéines et les lipides. Donc, les aliments, ils sont composés de nutriments, c'est-à-dire les aliments simples. Donc, voici un schéma qui représente notre tube digestif. Donc, le tube digestif de l'homme, il est constitué par la bouche, l'œsophage, l'estomac,
l'intestin grêle et le gros intestin. Donc, si on ajoute les glandes annexes, c'est-à-dire les glandes salivaires, les glandes gastriques, les glandes intestinales, le pancréas et le foie, on va construire ce qu'on appelle l'appareil digestif. Donc, tout le long du système digestif, la digestion permet de dégrader les aliments en nutriments de plus en plus petits grâce à deux phénomènes. Donc, il y a deux types de digestion. Il y a la digestion mécanique et la digestion chimique. En ce qui concerne la digestion mécanique, donc il se fait par l'action des dents, par la mastication et par la contraction des muscles de l'estomac. En ce qui concerne le deuxième type de digestion, c'est l'action chimique ou bien la digestion chimique qui s'effectue par l'action des sucs digestifs. C'est quoi un suc digestif? C'est une solution, c'est un liquide qui contient une enzyme ou bien plusieurs enzymes. Qu'est-ce que ça veut dire une enzyme? C'est une molécule ou bien substance chimique de nature protéique qui va aider de fragmenter et de simplifier les grosses molécules. Donc, la digestion chimique des aliments, donc, il s'effectue par les sucs digestifs qu'on a déjà vu. Donc, en ce qui concerne les sucs digestifs, il y a la salive, le suc gastrique, le suc intestinal, le suc pancréatique et le suc intestinal. Donc, ces sucs-là digestifs, ils contiennent des aliments qui coupent, des enzymes qui coupent les aliments. Donc, quelles sont les étapes de la digestion? Donc, il faut savoir que la digestion, elle se déroule en 3 étapes. Premièrement, la digestion, elle commence au niveau de la bouche. Donc, on va voir dans cette diapositive la digestion buccale ou bien la digestion au niveau de la bouche. Donc, la digestion des aliments commence au niveau de la bouche par la mastication sous l'action des dents. Au niveau buccal, c'est l'amidon et au niveau buccal, c'est-à-dire au niveau de la bouche, l'amidon est transformé en maltose par l'amylase salivaire. C'est quoi l'amylase salivaire? C'est une enzyme qui aide à la digestion chimique de l'amidon. Donc, c'est quoi l'amidon? L'amidon, c'est un sucre complexe, ou bien c'est un sucre composé qui contient plusieurs molécules de glucose. Donc, l'amidon, donc, il est transformé au niveau de la bouche en maltose sous l'action de l'amylase selon la réaction suivante. Amidon plus l'eau plus l'amylase salivaire, il va donner le maltose plus l'eau plus l'amylase salivaire. Donc, cette digestion de l'amidon, c'est une digestion chimique. Donc, on voit dans ce schéma-là, donc l'amidon, c'est une molécule glucidique très grande, c'est une très grande molécule. Donc, comme vous voyez ici, c'est une macromolécule. Donc, sous l'action de l'amylase salivaire, donc tu vas remarquer que cette molécule, cette grosse molécule, elle va être coupée et fragmentée en petites molécules qui s'appellent le maltose. Donc, c'est ce qu'on appelle la fragmentation ou bien la simplification moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire la simplification moléculaire? C'est la transformation d'une grande molécule, d'une macromolécule en petite molécule sous l'action des enzymes. Autrement dit, c'est la fragmentation des aliments simples par des enzymes en molécules de plus petite taille. Donc, la digestion de l'amidon et la transformation de l'amidon en maltose au niveau de la bouche, c'est une digestion chimique. Donc, c'est une digestion chimique. C'est quoi la digestion chimique? C'est la transformation chimique des aliments sous l'action des enzymes et des sucs digestifs. Les sucs digestifs, ce sont des substances chimiques, ou bien ce sont des solutions, des liquides qui contiennent une enzyme ou bien plusieurs enzymes. C'est quoi une enzyme? C'est une molécule qui permet la fragmentation, la simplification moléculaire des grosses molécules en molécules plus petites. Maintenant, on va voir la digestion au niveau gastrique, c'est-à-dire la digestion au niveau de l'estomac. Donc, au niveau de l'estomac, les protéines
ils sont digérés par une enzyme qui s'appelle la pepsine ou bien la protéase 1. Donc les protides sont tous constitués par des acides aminés. Une protéine est formée par l'enchaînement d'un grand nombre d'acides aminés, de quelques centaines à quelques milliers. Donc les protides ou bien les protéines, ils vont être dégradées et digérées et simplifiées au niveau de l'estomac. Cette simplification moléculaire, c'est une digestion chimique. Donc la digestion chimique des protéines, elle va s'effectuer selon la réaction suivante. Donc il y a les protéines plus l'eau plus pepsine, il s'appelle aussi la protéase 1 plus l'HCl, l'acide chlorhydrique, il va donner les polypeptides plus l'eau plus pepsine, protéase 1 et plus l'HCl. Donc ce schéma-là, c'est un schéma qui représente la simplification moléculaire des protéines. Comme vous remarquez ici, donc la protéine, c'est une grande molécule qui va être simplifiée et fragmentée sous l'action de l'enzyme qui s'appelle pepsine en peptides. Donc c'est une simplification aussi moléculaire. Maintenant, on va voir la troisième étape de la digestion des aliments, de la digestion chimique des aliments. Donc c'est la digestion au niveau de l'intestin grêle. Donc il faut savoir que la bile et le suc pancréatique sont déversés dans le tube digestif au début de l'intestin et mélangent alors au bol alimentaire pour continuer la digestion chimique. C'est quoi la bile? La bile, c'est un liquide épais et visqueux produit par le foie et stocké au niveau des vésicules biliaires. Donc, quel est le rôle de la bile? Elle émulsionne les graisses afin de faciliter leur digestion chimique et leur absorption par l'intestin. Donc, la bile, comme j'ai déjà dit, c'est un liquide produit, ou bien c'est une solution produite par le foie qui permet de mélanger les lipides à l'eau. Donc, le rôle de la bile, c'est de mélanger les lipides avec l'eau, c'est l'émulsification. Donc, cette mélange, donc, ou bien cette action de la bile, donc, elle est présentée sous forme de cette réaction. Donc, les gouttelettes lipidiques, donc, plus la bile, ils vont donner des petites molécules lipidiques qui vont être digérées par une enzyme qui digère les lipides et qui s'appelle les lipases, donc qui va donner le glycérol et les acides gras. Donc voici un schéma qui représente la digestion des lipides. Donc premièrement, il y a l'émulsification des gouttelettes lipidiques. Donc cette émulsification, elle va donner des petites molécules lipidiques qui vont être digérées sous l'action des lipases, ce qui va engendrer par la suite le glycérol et l'acide gras. Donc au niveau aussi de l'intestin, il y a la digestion des polypeptides et du maltose. Donc en ce qui concerne les polypeptides, donc ils vont être digérés sous l'action des peptidases ou bien la protéase 2 plus l'eau, ils vont donner l'acide aminé plus l'eau plus peptidase ou bien la protéase 2. La même chose pour le maltose. Donc le maltose, donc il va être digéré par le maltase et il va donner 2 molécules de glucose. Donc voici un tableau qui résume la digestion chimique des aliments. Donc au niveau de la bouche, les glandes salivaires, elles vont sécréter la salive. Donc la salive, elle contient une enzyme qui s'appelle l'amylase. Donc l'amylase, elle va transformer l'amidon en maltose. Donc au niveau de l'estomac, il y a les glandes gastriques, c'est-à-dire les glandes qui se trouvent dans la paroi interne de l'estomac. Ils vont libérer le suc gastrique qui contient une enzyme qui s'appelle protéase 1 ou bien pepsine et qui vont permettre de la simplification moléculaire des protéines en polypeptides.
Donc, en ce qui concerne le pancréas, donc le pancréas, il va produire un sucre digestif qui s'appelle le sucre pancréatique, qui contient l'amylase pancréatique, la protéase et les lipases. Donc, l'amylase pancréatique, il va transformer l'amidon en maltose. La protéase, qui s'appelle la trypsine, elle va transformer les protéines en polypeptides. Les lipases, elles vont transformer les lipides émulsionnés par la bile en acide gras plus glycérol. Et en ce qui concerne la paroi de l'intestin, donc les cellules de la paroi de l'intestin, elles vont libérer le sucre intestinal qui contient 3 enzymes qui s'appellent le peptidase, le maltase et le lipase. Donc le peptidase, il va transformer les polypeptides en acides aminés. Le maltase, il va simplifier le maltose en glucose. Et le lipase, il va simplifier les lipides par la bile en acide gras et glycérol. Donc il faut savoir que à la fin de la digestion, on obtient des nutriments, ou bien des aliments simples, qui sont l'eau, les sels minéraux, le glucose, l'acide aminé, le glycérol et les acides gras et les vitamines. Donc quel est le devenir de ces nutriments-là? Donc chez l'homme, l'intestin grêle, c'est un tube de 7 à 8 mètres de long. Donc sa muqueuse interne présente de nombreux replets portant des villosités intestinales, avec ces replets et ces villosités ou bien ces microvillosités. Donc voici un schéma qui représente la paroi interne de l'intestin grêle. Comme vous voyez ici, la paroi interne de l'intestin grêle, elle contient des replets. Donc ces replets-là, ils portent des villosités, et les villosités à leur tour, ils portent des microvillosités. Voici un autre schéma qui représente l'anatomie de l'intestin. Donc l'intestin, c'est un tube de 7 mètres, donc qui mesure 7 mètres. Donc ce tube-là, il contient des replets. Donc les replets, ils contiennent des villosités. Et les villosités intestinales, donc elles sont formées par les cellules intestinales ou bien des cellules épithéliales. Et il y a aussi des vaisseaux lymphatiques et des vaisseaux sanguins. Donc les nutriments, ils vont passer à travers la paroi intestinale interne vers la circulation lymphatique et la circulation sanguine. Donc au niveau de l'intestin, la taille très petite des nutriments leur permet de traverser la paroi pour entrer dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption intestinale. Donc c'est quoi l'absorption intestinale? C'est le passage des nutriments depuis l'intérieur du tube digestif vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Une villosité, c'est une petite repli de la paroi intestinale interne. L'absorption intestinale, c'est un phénomène qui se caractérise par le passage du nutriment vers la circulation sanguine et la circulation lymphatique. Donc cette absorption intestinale, c'est le processus qui permet le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale interne. La paroi intestinale interne, donc il possède 3 caractéristiques qui permettent de faciliter ce passage. Donc quelles sont ces caractéristiques? Premièrement, il y a une grande surface d'échange, il est estimé par 250 mètres, et il y a aussi une irrigation sanguine et lymphatique très importante, et enfin il y a une très faible épaisseur à franchir entre les deux milieux. Il faut noter aussi qu'il existe 2 voies d'absorption du nutriment. La voie sanguine, caractérisée par le passage de l'eau et les sels minéraux et les sucres simples et les acides aminés. Et il y a la voie lymphatique qui draine toutes les molécules solubles dans les graisses, par exemple les acides gras et le glycérol. Donc on va terminer cette vidéo-là par les moyens, les risques qui menacent l'appareil digestif et les moyens de prévention.
Il faut savoir que notre appareil digestif est exposé à plusieurs maladies comme par exemple la carie dentaire qui est un trou créé par l'acide libéré par des micro-organismes qui se trouvent dans la bouche et entre les dents. C'est la carie atteint le nerf, donc on aura une douleur au niveau des dents. Donc pour éviter cette maladie-là, il faut nettoyer les dents chaque jour et après chaque repas. Il y a aussi l'intoxication alimentaire qui est causée par des micro-organismes et des bactéries qui se trouvent dans les aliments. Aussi, il y a la constipation et la diarrhée. Donc la diarrhée, c'est la deuxième cause de la mortalité, c'est chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde. Donc, pour protéger notre appareil digestif, il faut prendre en conscience l'importance d'une alimentation suffisante et équilibrée. Donc, il faut brosser correctement les dents et se laver les mains avant et après chaque repas, consommer beaucoup de légumes et des fruits et éviter le tabagisme et éviter aussi les fast-foods. Donc, j'espère que vous avez compris dans la digestion et les étapes de la digestion et l'absorption intestinale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la fin ou bien sous la vidéo dans les commentaires. Donc, merci pour votre attention. On se verra plus tard, Inch'Allah.